Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 8 janvier 2026. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette sortie médiatique il y a quelques instants du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Mohamed. À son cabinet, il était face à la presse pour faire le bilan de la 46e édition du Sabre national de la lutte traditionnelle Cocoa 2025 qui s'est tenue du 19 au 28 décembre 2025 à Tawa. Une édition qui a vu le sacre de Nour Hassan de Tawa. Précision avec Ismaël Mimine et Nasser Sedou. Du 19 au 28 décembre dernier, l'arène de lutte Hamidine Madare de Tawa a vibré au rythme des combats à l'occasion de la 46e édition du Sabre national. 11 jours après la clôture de cet événement sportif et culturel majeur du Niger, le ministre en charge de la jeunesse et des sports dresse un bilan positif. L'organisation de la 46e édition du Sabre national Coco à Tawa 2025 a permis de tirer plusieurs enseignements majeurs, tant sur le plan organisationnel que sur le plan sportif, sécuritaire et social. Il s'agit notamment d'un calendrier clair et partagé, une définition précise des rôles des différentes commissions, la coordination efficace entre le comité national d'organisation, le comité local d'organisation, les autorités administratives et coutumières et les forces de défense et de sécurité a été un facteur déterminant à la réussite de cette édition. Les travaux d'aménagement, de réhabilitation et d'extension de l'arène des Jeux a amélioré la qualité de compétition et renforcé l'image du sabre. La communication et la médiatisation ont permis une meilleure visibilité de l'événement, la valorisation de la lutte et un engouement populaire accru. La discipline, le fair play des acteurs, notamment les lutteurs, les encadreurs et les supporters. La tenue des réunions régulières a permis le suivi de la mise en œuvre des activités et d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées au cours de la 40e édition. Le ministre a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de l'événement. Nos remerciements vont à l'endroit de son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, pour sa vision, son leadership et son attachement à la cohésion sociale, à l'unité nationale et aux valeurs socio-culturelles de notre pays. À son Excellence Ali Mohamed Lamizine, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, pour sa disponibilité et son soutien en faveur de l'épanouissement de la jeunesse et le développement du sport. Des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement pour leur participation active. Des membres du corps diplomatique accrédités au Niger pour leur présence à cette activité. Les institutions internationales et nationales pour leur appui multiforme. Les délégations des pays membres de l'AES, du Nigeria et du Tchad pour avoir honoré de leur présence cet important événement. Des sponsors qui ont contribué financièrement à la réussite de cette organisation. Aux chefs des délégations régionales pour le sérieux dans l'encadrement des délégations respectives. De la région haute pour l'accueil et l'hospitalité dont elle a fait montre. Des forces de défense et de sécurité qui n'ont ménagé aucun effort pour réussir la sécurité des sites d'hébergement, de restauration et de compétition. Des lutteurs pour leur esprit sportif. Du public de Tawa pour sa présence massive dans la compétition. Des médias et des influenceurs qui ont permis de relayer l'événement. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a réaffirmé son engagement à poursuivre la modernisation des infrastructures sportives et à entreprendre des réformes approfondies des textes régissant la pratique de la lutte traditionnelle au Niger. Merci Ismaël Moumoun. Il faut préciser que la 47e édition de la lutte traditionnelle Kokoa 2026 aura lieu, Inch'Allah, à Zander, comme annoncé par le ministre de la Jeunesse et des Sports lors de la clôture de la 46e édition à Tawa le 28 décembre dernier.
L'appel à la mobilisation générale pour la défense de la patrie lancé par les autorités nigériennes il y a quelques jours continue de susciter des réactions. Celle du coordinateur du cadre de concertation pour la lutte démocratique CCLD, Bukata Anassa Jibrila, que je vous propose de suivre dans cet extrait avant de le retrouver plus en détail à la fin de ce journal. Cette ordonnance est intervenue dans un contexte particulier. Quand on parle de mobilisation générale pour la défense de la patrie, elle intervient quand il y a une menace existentielle par rapport à la sécurité de la nation. Vous avez vu récemment, au Nigeria, il y a eu les bombardements qui sont intervenus. Il y a eu des missiles qui ont été largués, disant ainsi des terroristes au Nigeria par l'armée américaine. C'est sur nos frontières. Et pour un État prévoyant, on n'attend pas quand même qu'on vienne aussi nous larguer des missiles. Il faut prendre les dispositions. Donc ça peut partir d'un des éléments qui ont impacté peut-être la décision. Et en plus de ça, nous avons quand même un élément nouveau, la question de l'enlèvement d'un président dans son palais présidentiel. Tout cela sont des éléments qui inquiètent. Et voilà pourquoi il faut alerter l'ensemble des citoyens, l'ensemble des Nigériens, qui doit désormais dire que je dois m'activer à informer les forces de défense et de sécurité, quelles qu'en soient les circonstances ou les moments où je vois des choses suspectes. Voilà exactement pourquoi chacun est activé. Personne ne doit dire que c'est seulement à l'armée, sur les épaules de l'armée qu'il repose de la sécurisation du territoire. Ça repose sur l'épaule de tout le monde, en termes d'information, en termes de renseignement et en termes d'alerte quand on constate des menaces. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre plus en détail le coordinateur de CCLD Bukata Anas Jibrila sur l'appel à la mobilisation pour la défense de la patrie. À l'issue de la réunion du Conseil des ministres du 30 décembre 2025, le gouvernement nigérien a adopté la loi de finances 2026, une loi de finances adoptée sans aucun chiffre annoncé. L'analyste économiste Ambali Dodo explique le contexte dans lequel cette décision a été prise. On l'écoute. Alors, la lecture que nous pourrons faire sur l'adoption du budget national 2026, c'est qu'il intervient dans un contexte national, sous-régional et régional, et même international, marqué par une véritable instabilité financière, mais également par des enjeux majeurs relatifs à l'insécurité, des enjeux relatifs à des difficultés de trésorerie à travers le monde. Donc c'est dans une telle circonstance que le budget de 2026 a été adopté. Alors, la gestion budgétaire requiert en réalité le respect de plusieurs principes, tels que le principe de l'annualité, c'est-à-dire le budget est autorisé pour une année civile, celui de l'universalité, qui veut dire que toutes les dépenses et toutes les recettes et toutes les recettes en fait sont financées, n'est-ce pas, par l'ensemble des dépenses, mais sans affectation spécifique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'affectation spécifique. Il y a le troisième principe qui est relatif à l'unité. Donc, le budget doit être élaboré à travers un seul document budgétaire. Et donc, pour favoriser sa lisibilité maximale. Et le quatrième, c'est le principe de la spécialité. Autrement dit, à travers ce principe, les crédits sont affectés à des dépenses, n'est-ce pas, précises, nature et destination, et ne peuvent être utilisés pour autre chose. Il y a d'autres principes complémentaires comme l'équilibre, le principe de l'équilibre. Autrement dit, les recettes doivent couvrir la totalité des dépenses. Bon, bien que ici, des déficits soient possibles dans des circonstances particulières. Puis, il y a le principe de la sincérité également à respecter.
à travers lequel les prévisions doivent être réalistes, c'est-à-dire sans en fait surévaluer les recettes ni sous-évaluer les dépenses. Est-ce qu'il est normal de présenter un budget sans dépenses ni recettes? Alors, dès qu'on dit budget, effectivement, cela suppose qu'il y a des postes alloués aux recettes et également des postes alloués aux dépenses. On ne peut pas avoir un budget qui est un état statistique, qui est un document statistique comportant les recettes et les dépenses. Donc, on ne peut pas avoir un budget au poste non renseigné. Bon, si pour le moment, des informations statistiques ne sont pas assorties de la communication officielle, c'est certainement dû au fait que des dispositions soient en train d'être prises pour pouvoir avoir des données, des informations statistiques plus fiables. Voilà donc la raison pour laquelle on peut penser que c'est dû à certainement la nécessité d'intégrer des observations. Parce que, comme vous le savez, le budget d'une année N+1, normalement, doit être adopté avant la fin de l'année N. C'est-à-dire, dans les conditions normales, notre budget devrait être adopté avant le 31 décembre 2025 pour pouvoir permettre donc, à notre pays de pouvoir commencer à partir du 1er janvier 2026 l'exécution du budget donc, de l'année en cours. Voilà, donc, pour des raisons certainement liées à peut-être des difficultés d'élaboration, je ne sais pas, du budget, ou pour des raisons dues au fait que même pour sa confrontation à des observations et des critiques, comme vous savez, avant on avait une assemblée qui avait l'obligation d'examiner, n'est-ce pas, donc, donc d'examiner le budget national avant donc de faire des propositions pertinentes au gouvernement. Maintenant, le Conseil consultatif n'a pas la même obligation que l'Assemblée nationale. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, ce vide-là peut expliquer effectivement un retard par rapport au respect du circuit des dépenses publiques. Voilà, donc c'est une observation, je pense bien, à corriger, à intégrer pour pouvoir nous permettre d'avoir un budget socialement acceptable. Parce qu'il ne s'agit pas pour l'État de concevoir, d'élaborer et d'adopter un budget, mais il serait mieux pour l'État donc de le mettre en examen par des représentations, si vous voulez, bien agréées du peuple nigérien. Donc aujourd'hui, cette imperfection, bon, je pense bien qu'elle soit tolérable, pas sur le plan social, mais sur le plan technique, en tant que spécialiste des questions budgétaires, et bon, je pense bien que c'est des imperfections à corriger avec toute la rigueur administrative qu'il faut. La rubrique santé de ce journal porte aujourd'hui sur une maladie de peau qui affecte généralement les enfants. C'est le prurigo-strophilus. Il s'agit là d'une affection cutanée, une maladie donc peu connue de par son nom. Plus de précisions sur cette maladie avec Dr Ouedraogo Mamadou Memouna, dermatologue vénérologue. Le prurigo-strophilus est une dermatose inflammatoire immunoallergique qui se voit habituellement chez les enfants. C'est vraiment le prurigo, la forme aiguë du prurigo qu'on observe chez les tout petits. Le prurigo est dû à une réaction. Le prurigo-strophilus, puisqu'il y a plusieurs types de prurigo, le prurigo-strophilus est dû à une réaction allergique que les gens font à l'enzyme qui se trouve dans la salive des moustiques. Donc, dans ce cas, on peut dire que le prurigo est dû à la piqûre des moustiques.
puisque les patients qui ne sont pas exposés ne font pas de prurigo-strophiolite habituellement. Et il y a une susceptibilité personnelle aussi qui est observée, souvent chez les patients qui habituellement font des allergies, ils sont atopiques, ils font beaucoup d'allergies. Mais même en dehors des atopiques, il y a des enfants quand même qui font le prurigo-strophiolite. Le prurigo-strophiolite se manifeste par des boutons qui grattent. C'est des boutons au début qui ne contiennent pas de l'eau, des boutons durs. Après, dans les 24 à 48 heures, nous avons un petit bouton contenant de l'eau qui peut se placer au milieu du premier bouton qui ne contenait pas de l'eau. C'est cette lésion qu'on appelle séropapule de Tommasini. C'est vraiment la lésion caractéristique du prurigo-strophiolite. Maintenant, sous l'effet du grattage, puisque c'est une lésion qui gratte beaucoup, là, on a une excoriation centrale et après, la lésion peut évoluer vers une petite plaie ou s'affaisser. À ce stade, on peut avoir plusieurs complications comme les surinfections, toujours sous l'effet du grattage. Maintenant, ces lésions se situent habituellement sur les membres, les zones qui sont exposées à la piqûre des moustiques. Chez les enfants, habituellement, c'est les mains, les avant-bras. Et aux membres pelviens, vous avez les pieds jusqu'aux jambes. Quand on déshabille l'enfant, sauf ceux qui dorment torse nu, bien sûr, on n'a pas de lésion au niveau du tronc, dans la plupart des cas. Donc, les parents peuvent reconnaître le prurigo à travers ces signes. Merci docteur pour ces précisions. Rendons-nous à présent sur les rives du fleuve Niger où beaucoup de personnes exploitent la terre pour gagner leur pain à travers plusieurs activités, à l'exemple de la culture des produits maraîchers comme la salade, le chou et bien d'autres produits consommés au quotidien par les Nigériens. Reportage Sekina Sadou Gazibo et Ibrahim Abdou. Plus grand cours d'eau permanent au Niger. Le fleuve Niger est exploité par les jeunes pour la pratique de la culture, à l'exemple de ce jeune de Corniche Yantala qui pratique le jardinage, une activité rentable surtout en cette période de froid avec une multitude de plantes sollicitées par la population. Bon, c'est bon, on peut dire que ça va parce qu'on gagne un peu. C'est mieux que de rester sans rien faire. Ici, on met salade, citronnelle, menthe. Des fois, quand on met des salades, ça peut arriver jusqu'à à peu près un mois ou bien avant un mois. Et les menthes même aussi, c'est comme ça. L'eau là, ça ne dépasse pas ici, quoi. Il y a un moment que ça va reculer. Il n'y a pas de problème. Sauf si ce sont les cousins qui font les jardins en bas là. C'est eux qui ont des problèmes avec l'eau. Un fleuve qui nourrit, mais qui inquiète compte tenu de la montée des eaux. Les riverains espèrent des actions concrètes pour protéger leur habitation, tandis que les jardiniers, eux, restent des exemples de résilience face aux défis de la nature. Courage donc à ces personnes qui passent tout leur temps sur les rives pour travailler durement et gagner leur pain. La partie magazine de ce journal, comme annoncé, est consacrée à la réaction du coordinateur du cadre de concertation pour la lutte démocratique CCLD Bukata, Anassa Jibrila, qui réagit relativement à l'appel à la mobilisation générale lancée par les autorités nigériennes pour la défense de la patrie. Très bonne réception. La question de la mobilisation générale, c'est qu'il faut comprendre que quand on parle de mobilisation générale, elle peut être déclenchée à tout moment. On peut faire une mobilisation générale pour des questions sanitaires. On estime que la santé, la gestion sanitaire relève de la compétence des médecins. Si ça dépasse la capacité des médecins, ça dépasse la capacité des institutions étatiques, naturellement, il faut faire appel à l'ensemble des citoyens pour que chacun s'active, chacun se mobilise et apporter sa pierre à l'édifice. Donc pour ça, on peut déclencher une mobilisation générale. Pour des questions de natalité, vous avez la Chine qui a déclenché une mobilisation générale pour rehausser le taux de natalité en Chine. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, ils ont réduit ces taux de natalité
à travers une politique publique. Donc, en lançant l'appel à la mobilisation générale pour rehausser le taux de natalité, ça veut dire qu'il faut demander à l'ensemble des Chinois de s'activer pour qu'au moins l'on revoie les taux de natalité en Chine qui est en baisse. Donc, relativement à l'ordonnance qui est prise, ou le projet d'ordonnance, ça me gêne de parler de projet d'ordonnance, parce que des fois, on a du mal à situer qui est le législateur, qui est l'exécutif. On connaît l'exécutif, mais les législateurs, on a des difficultés. Alors que quand on parle de projet d'ordonnance, ça suppose qu'il y a un législatif qui a compétence à adopter les lois. Or, par rapport au CCR, de mon point de vue, quand même, selon sa mission, ça ne fait pas partie quand même. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc, relativement à cet appel à la mobilisation générale, qui est décidé à l'avant-dernier conseil de ministres, ce qu'il faut dire, l'intitulé, c'est la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Donc ici, c'est une mobilisation générale dans le cadre de la défense de la patrie. Alors, quand on parle de mobilisation générale dans le cadre de la défense d'une patrie, c'est que ce n'est pas une invention nigérienne. Ce n'est pas le Niger le premier pays qui en a décidé ainsi. Vous avez la Chine, aujourd'hui, qui a une loi qui est en vigueur en 2010, qui donne la latitude au Parlement populaire chinois de disposer des civils chinois, de disposer des ressources chinoises et de disposer même des avoirs étrangers dans les cas où il y a une menace existentielle pour la Chine. Vous avez également l'Inde, dans sa guerre avec la Chine dans les années 62, qui a également fait cette même mobilisation générale. Vous avez le Japon également dans les années 38, toujours avec la Chine, qui a aussi également fait appel à cette mobilisation générale. Et tout près de nous, vous avez le Burkina Faso en 2023, où ils ont pris un décret d'avril 2023 consistant à faire la mobilisation générale. Mais dans le décret burkinabé, c'est qu'on demande quand même les jeunes qui ont plus de 18 ans qu'il faut envoyer sur le front au vu d'un besoin. Donc, pour dire succinctement, quand on parle de mobilisation générale, ce n'est pas forcément qu'il faut amener tout le monde sur le front. En réalité, quand on parle de guerre, mais la guerre, ce n'est pas forcément ceux qui sont sur le front qui font la guerre. Ceux qui sont dans les bureaux ne sont pas inutiles dans la guerre. Il y a la réflexion que les gens mènent. Si on est dans une guerre, ceux qui sont sur le front se battent, et ceux qui sont dans les bureaux, s'ils se permettent de dilapider les ressources destinées à ceux qui sont sur le front, mais ça va impacter sur la guerre. Comme l'affaire MDN. Si aujourd'hui, ceux qui doivent réfléchir sur la géopolitique mondiale, sur la stratégie à mettre en œuvre, ce n'est pas forcément des militaires. Vous avez ceux qui connaissent aussi certaines réalités qui ne sont pas forcément des militaires. Donc chacun apporte sa contribution. Celui qui apporte de l'eau, celui qui apporte à manger dans un contexte de guerre, il apporte sa contribution. Donc l'ordonnance, dans sa précision, elle précise que les personnes peuvent être réquisitionnées, les biens peuvent être réquisitionnés, les services aussi peuvent être réquisitionnés. Réquisitionner une personne, pas forcément qu'il faut la prendre pour la mener à Torodi ou à Walam avec arme à la main, non. On peut te réquisitionner parce qu'on estime qu'il y a une compétence qui peut servir à l'armée nigérienne, qui peut servir à la technologie nigérienne, qui peut servir à l'information, et tu peux être aux côtés de l'armée. Le seul problème qui se pose, c'est que les gens doivent comprendre, dans le cadre de la mobilisation générale, il y aura forcément restriction de certaines libertés. Donc, tout naturellement, il faut aussi l'accepter que même en matière de droits humains, de toutes les façons, il y a des éléments que les gens concèdent en termes de restriction des libertés publiques. Comme par exemple, quand la sécurité d'un pays est menacée, naturellement, il va y avoir des restrictions des libertés. Quand le système sanitaire ou la santé du pays est menacée, il peut y avoir des restrictions des libertés. Quand également
des mœurs sont menacées d'un pays, il peut y avoir des restrictions de liberté. Voilà, au fait, comment les choses doivent se passer exactement quand on parle de mobilisation générale. Donc, ce n'est pas forcément que les gens doivent être sur le front. C'est un élément qui peut être. Parce que les forces d'un pays de défense, vous avez une armée professionnelle, que sa mission, c'est le maniement des armes et de défendre la nation. En plus, aux côtés de cette armée professionnelle, vous avez également les réservistes, des forces réservistes qui sont préparées pour certaines armées puissantes. Vous avez dans d'autres pays, en plus de ça, des forces, des milices populaires aussi qu'on organise. Et il y a également l'obligation du service militaire. C'est fait pourquoi? C'est pour permettre à ce que l'ensemble des citoyens soient fondamentalement préparés à manier les armes si éventuellement le pays serait en face d'une menace que si l'armée ne peut pas couvrir, que toute la population se mobilise pour défendre la patrie. En réalité, voilà comment il faut comprendre cette question de mobilisation générale autour de la défense de la patrie. Moi, je pense qu'il est important. C'est vrai, le Niger, nous sommes arrivés à un niveau où personne n'a confiance à personne. Du fait de nos comportements, du fait de nos agissements, que ce soit les dirigeants et nous autres qui ne sommes pas des dirigeants. Mais je pense qu'à un moment donné de l'histoire, au moins, il faut se réserver de donner immédiatement une explication claire d'une décision prise par l'autorité. Il est clair que, après les éléments que je venais de vous expliquer, il est clair que ça a des conséquences. Maintenant, il appartient à l'autorité d'abord, à deux niveaux, de s'activer. Le premier niveau, c'est de faire en sorte que dans l'application de l'ordonnance, qu'il n'y ait pas abus d'autorité, qu'il n'y ait pas abus de pouvoir, que l'on applique ça selon le besoin et la nécessité, pas pour des règlements de comptes. Le deuxième niveau d'interpellation de l'autorité, c'est la sensibilisation, c'est l'information. Quand une décision est prise, c'est qu'il faut utiliser tous les moyens, sans exception, pour informer les Nigériens sur les contenus de ce qu'on veut loger dans cette mobilisation générale pour convaincre les citoyens. Maintenant, si cela est fait, tant mieux. Si cela n'est pas fait, si c'est pour régler des comptes, mais ça a un effet contre-productif. Parce que quand on veut défendre une nation, on n'emmène pas celui qui n'a pas de conviction. On n'emmène pas celui qui, au fond de lui, ne croit absolument à rien au sacrifice. Donc voilà pourquoi, même si l'adoption de cette ordonnance a pour conséquence les restrictions de certaines libertés, c'est qu'il faut amener les citoyens à être d'accord de la restriction de leur liberté en acceptant volontairement d'y participer. Là, ça aura l'effet escompté. Sinon, pour ceux qui pensent que... Ça, c'est une crainte, en fait. La crainte qu'on ne puisse pas abuser du fait qu'on a encadré désormais juridiquement. Parce que s'il n'y a pas de texte qui encadre ça, on peut estimer que devant les juridictions, tu peux attaquer. Mais quand il y a une loi qui encadre ça, c'est beaucoup plus facile pour l'autorité d'en abuser. Et c'est ça, je crois, la crainte des citoyens. Et là, il appartient à l'autorité de veiller à ce que ça ne soit pas un abus. Parce que si ça n'est ainsi, ça risquerait d'avoir l'effet contraire plutôt que ce qu'on cherchait en termes de la sécurisation du territoire national. Et en plus de ça, il faut comprendre que cette ordonnance est intervenue dans un contexte particulier. Quand on parle de mobilisation générale pour la défense de la patrie, elle intervient quand il y a une menace existentielle par rapport à la sécurité de la nation. Vous avez vu récemment, au Nigeria, il y a eu les bombardements qui sont intervenus. Il y a eu des missiles qui ont été largués, disant ainsi des terroristes au Nigeria, par l'armée américaine. C'est sur nos frontières. Pour un État prévoyant, on n'attend pas quand même qu'on vienne aussi nous larguer des missiles. Il faut prendre les dispositions. Donc ça peut partir d'un des éléments qui ont impacté peut-être la décision. Et en plus de ça, nous avons quand même un élément nouveau, la question de l'enlèvement d'un président dans son palais présidentiel.
Tout cela sont des éléments qui inquiètent. Et voilà pourquoi il faut alerter l'ensemble des citoyens, l'ensemble des Nigériens, qui doit désormais dire que je dois m'activer à informer les forces de défense et de sécurité, quelles qu'en soient les circonstances ou les moments où je vois des choses suspectes. Voilà exactement pourquoi chacun est activé. Personne ne doit dire que c'est seulement à l'armée, sur les épaules de l'armée qu'il repose la sécurisation du territoire. Ça repose sur l'épaule de tout le monde, en termes d'information, en termes de renseignement et en termes d'alerte quand on constate des menaces.